Je m'appelle Antoine Bas. En ce jour du 15 décembre 1914, j'ai décidé d'écrire mes impressions sur la guerre. L'idée m'est venue ce matin en balayant le bureau du commandant. J'ai jeté un coup d'œil sur les papiers de Potager, le secrétaire, rien de bien intéressant. Pas de relève pour nous. Mais j'ai ouvert son calepin personnel, où il écrit chaque soir. Potager, il est bizarre. Je suis sûr qu'il ne sait pas éplucher une pomme de terre. Mais comme secrétaire, il sait y faire. Et c'est mon camarade. Ses notes sont un peu sèches, mais bon, pour commencer, je l'imiterai. Je commence. Je m'appelle Antoine. Non, je m'appelle Anatole. Je m'appelle Anatole Chaussette. Vous saisissez le jeu de mots? Bas, chaussette. Après tout, ça ira bien. Si les boches tombent sur mon carnet, ils ne me retrouveront pas. Je suis de la classe 1911. Je devais être enfin libéré quand la guerre a éclaté. J'étais en convalescence chez moi dans le Cantal. Un coup de pied de cheval m'avait pas mal amoché la figure. Mais Antoine, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah là Manon, un coup de sabot au régiment. Tu as lu le journal? Oui, ils disent que c'est la guerre, mais ça ne va pas durer, Antoine. Le 1er août, je sautais dans un train pour rejoindre les copains. Trop tard, le régiment s'était porté en avant. Je restais au dépôt, seul. Le 1er novembre, le chef d'escadron Parfum de la Rose arrive au dépôt et me prend comme ordonnance. Le 20, nous partons pour le front. Me v'là embusqué à l'état-major. Pendant que les copains se font casser la gueule, je brosse la vareuse de mon vieux. Mon vieux est un homme très bon. Quoiqu'un peu prude, il va à la messe chaque fois qu'il peut. Potager, c'est le secrétaire, mais il est aussi agent de liaison, téléphoniste, cycliste. Il fait un peu tous les métiers sauf celui d'artilleur. Poussez-vous, bande de feignants! Il boulonne comme un sourd, du moment qu'on ne l'envoie pas au cul d'un 75. En temps de paix, il a souffert au quartier et déteste les sous-officiers. Ils lui en ont fait baver à tel point que la mort qui fauche l'un d'entre eux ne l'émeut jamais. Furlon complète l'équipe. Salut la compagnie! Salut Furlon. Il est pas là, le commandant? Non, il est pas là. Ah, en tout cas, il a laissé ça là. Il est du Nord, il n'a aucune nouvelle des siens depuis le début. C'est notre planton. 18 décembre 1914. Il paraît que les événements tournent bien pour nous. Furlon nous a dit que le général Joffre a promis qu'il n'y aurait plus un seul Allemand en France pour le 1er janvier. Mon commandant doit gérer pas moins de 9 batteries d'artillerie de campagne. Sous ses ordres, des canons de 75, de 90 et même une espèce de jouet mécanique, un canon de 37. On va s'en servir pour prendre un fortin. Un fortin, c'est un petit fort. Alors, on l'attaque avec des petits canons. J'ai vu des biffins passer devant le PC avec des arbalètes. Furlon dit que le fusil n'est pas pratique dans la guerre de tranchées. Des arbalètes, des tranchées, j'ai comme un pressentiment qui me dit que Joffre se trompe. Janvier 1915. Nous sommes partis d'Ypres pour aller au repos. Potager a dû pousser sa bécane pendant les 40 km de marche. J'étais bien mieux à cheval. J'ai vu notre chef de corps, le colonel Boistomber. Celui-là, c'est un guerrier. Un journaliste l'a déjà surnommé le maître du tonnerre. Tous à vos pieds! Posez! Pièce! Prête! Yes, prête! Canonnier! Feu! Fin janvier, nous cantonnons à proximité de Lazaret en Argonne. Le village s'appelle Florent. Nous sommes logés dans un grenier. La nuit, nous prenons des factions pour signaler des départs de Couboche. C'est absurde. Le reste du temps, je recopie les lettres que Potager écrit à sa poule et les envoie à Eugénie. Eugénie, la pauvre, elle ne comprend rien à la guerre. Elle ne pense qu'au mariage. Eh les gars, un courrier! Furlon, Présent? lettre de chez toi. Merci. Brugno, Prends pour lui. Merci. Potager, Présent? Merci. Antoine. Présent. Ah, attends, j'ai un colis pour toi. Ah, dis donc, c'est lourd, hein? Tu feras partager? Eugénie, elle m'envoie des colis.
elle tricote des chaussettes. Je cours recopier une lettre de remerciement en lui expliquant quand même que l'on peut faire la guerre sans chausser du 47. 5 janvier 1915. Antoine! Antoine! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Grand malheur! Des tués, des blessés! Rassemblement dans la cour! Amène-toi! Et prends une pelle! 3 de nos pièces ont éclaté. Nos propres canons se retournent contre nous. Comme si nous n'avions pas assez de boches, on parle déjà de malfaçon. Il y a des traîtres dans les usines. Mon vieux est dévasté et parle sérieusement de réduire la fréquence et la vitesse des tirs de barrage. Quelle sale guerre. Le 18 février, on nous amène un prisonnier. Il a l'air intelligent et doux, bien loin de l'image que les journaux nous en donnent. En fait, il nous ressemble. Il ne cherche pas à s'évader. La guerre est terminée pour lui. Le 26, le régiment est cité à l'ordre des armées par le général Saraï. Mon vieux retrouve le sourire. Potager et moi sommes promus canonniers de première classe. C'est un grade ridicule, mais je suis content de savoir que mon vieux veille sur moi comme je veille sur lui. Je l'écris tout de suite à Eugénie, qui m'a, à nouveau, envoyé un colis. J'ai l'impression que la paire de chaussettes qu'il contient est encore plus grande que la dernière fois. Bientôt, je pourrai en faire un édredon. Elle ne doit pas payer cher la pelote de laine. Mars 1915, jour de déménagement. Le PC étant trop loin de la première ligne, je dois m'installer à la Croix-Gentin, en Argonne, dans un gourbi à demi enterré avec les cuistots de l'état-major, la villa Marie-Thérèse. À la villa, nous sommes à l'abri des coups. Le soir, on sort et on respire le bon air frais. Le printemps est précoce cette année. Hier, il y a eu bataille à Bolante. Un tampon m'a dit que nos gars aient mouché pas moins de 1200 boches. À ce train-là, on sera bientôt de retour à la maison. Ça, on en tue des boches. Mais par contre, on n'avance pas. Mais, on tue des boches. Bien sûr, on en tue les boches. Nous, les lettriers, on sait que si on leur prend 50 mètres de terrain aux boches, eh ben ils contre-attaquent. Alors on les provoque. Et quand ils sortent, pan, on les retire dedans. C'est pour ça qu'ils nous changent toujours de secteur. Les boches, ils ont peur de nous. Alors que pour que la guerre puisse durer, eh ben ils nous changent de secteur. On en tue, mais on n'avance pas. Et pourquoi tes copains ils tirent plus, hein? Dis voir toi. C'est par rapport à la crise des munitions. On ne tire qu'en cas de nécessité absolue. Tu dirais quand même à tes copains de ne pas bousiller nos gars, hein. On en prend souvent sur la gueule des obus que vous avez pas. Crise ou pas crise, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Nous, on tire pas sur les copains. Ouais, bah tu leur dirais quand même, pour être sûr. J'ai des gosses, moi. Tiens Antoine, fais pas attendre ton patron. Merci. Ce soir, le général Deville mange à la table du colonel. Mon vieux est de la partie. Dans mon journal, je l'appellerai Debourg, rapport au jeu de mots. Je suis de garde, avec Boulanger. On fait passer le temps en buvant du pinard et en fricotant avec la cuisinière et la femme de chambre de la maison. Nos chefs rient, nous rions. La guerre est si loin ce soir. Dis donc, mesdemoiselles, retournez au travail? Dans les bois, la tuerie continue. Avec Furlon, nous sommes allés voir l'école d'artifice toute proche. Les gars, ils bidouillent avec des tas d'engins. Pétards, grenades, mortiers, bref, les gars font du bruit. Mon patron va avoir la croix de guerre. Avril 1915. Nous avons pris 300 mètres de tranchée aux Boches. Tout le mérite semble revenir à l'artillerie. Mon vieux exulte. Mon brave Antoine, ça y est, on parle de nous dans la presse. Les magnifiques artilleurs. Les Diables Noirs. Les Allemands nous surnomment les Diables Noirs. Nous sommes en train de rentrer dans la grande histoire, mon garçon. Mais l'aspect, mon commandant. Antoine, faut que tu viennes récupérer tes sapes à la fois. Mais qu'il est beau! On dirait une poupée de bazar. Mais qui donc a choisi cette couleur? J'en sais rien, Mi. Tu viens? On t'attend. Mai 1915. Voilà le mois de mai. Le commandant m'amène avec lui aux tranchées.
On suit un long boyau et on débouche sur un poste d'observation. Ils ont le téléphone. Mon commandant donne l'ordre à une batterie de 150 de faire feu. Il regarde où tombent les coups, fait quelques réglages, commande à nouveau un tir. La tranchée ennemie disparaît sous la fumée. J'ai cru voir sauter un Boche. C'était épatant. Nous y retournons. Cette fois-ci en première ligne. Les fantassins sont là, à se tourner les pouces. Je sais maintenant ce qu'est une tranchée, un boyau, une casemate, un abri, un créneau, un poste d'écoute. Mon vieux m'a pris en photo devant le poste d'écoute. Je l'écris tout de suite à Eugénie. Très bien. Merci. Juin 1915. Les Boches marmitent le bois de la gruerie. Les obus sont tombés dans nos échelons. Le chef de corps est nommé général. Je suppose que c'est mon vieux qui va prendre le commandement du régiment. Hé, le colonel va passer général. Ouais, je sais. Ça veut dire que ton patron va passer chef de corps. On apprend ça sous une canonnade, comme je n'en ai jamais vu. Le Boche nous envoie tout son arsenal. Obus asphyxiants, irritants, percutants, fusants, des obus à gaz. Les vêtements de mon vieux en sont imprégnés. Juillet 1915. Depuis 3 jours, c'est l'enfer dans ce petit coin de France. 10 000 hommes ont été mis hors de combat. Nos chasseurs ont été héroïques, mais combien en reste-t-il? Il paraît qu'ils se sont battus à la pelle et au couteau, à la crosse et à un grand renfort de grenades. On voit partout des blessés, des estropiés, qui tentent de rejoindre les postes de secours. On parle de nous relever, on parle de permission. Septembre 1915. Nous remontons en ligne aux abords de Mourmelon. Les batteries ont pris position au sud d'Auberive. On loge avec les téléphonistes dans un gourbi près des premières lignes. Je touche un casque en tôle et particulièrement laid. Je couche sur une planche. Mon masque n'est jamais très loin. Tout le monde parle de l'attaque imminente. Paraît que c'est le 25 qu'on attaque. Ah, c'est des bruits tout ça. Si, c'est le cuisinier de la 4 qui me l'a dit. Le 25 septembre à 9h15. Les poilus passent à l'attaque. Ils prennent Auberive, puis refusent. Avancez, avancez! Le 26, le régiment appuie l'attaque du fortin 414. Le Boche résiste, s'accroche malgré des pertes encore plus élevées que de notre côté. L'affaire tourne mal, nos pauvres chasseurs. Et le Boche qui réplique, on ne peut plus aller nulle part. L'observatoire est isolé et les canonniers se font déchiqueter en allant remplir leurs bidons. Et ça dure. Mais attends, ça va se calmer. Il y a un blessé ici! Infirmier! Octobre 1915. J'ai mal aux jambes. Impossible de se déplacer. Si ce n'est les obus, c'est une corvée de barbelés ou des blessés qui vous obligent à vous coller contre la paroi gluante de la tranchée. Mon vieux est vraiment un shit type. Il reste avec ses hommes en première ligne. Les biffins devant gagnent du terrain, puis le reperdent aussitôt. On tue, mais on n'avance toujours pas. Et puis d'un coup, tout s'arrête. Novembre 1915. Les jours succèdent aux jours, sans que rien ne modifie notre existence monotone. Potager passe brigadier. Nous fêtons ça avec du vin chaud. Il commence à faire vraiment froid. J'ai cessé d'écrire. À quoi bon? Il ne se passe rien. On gèle. Février 1916. Nous changeons à nouveau de secteur. Le village s'appelle Villiers-Marmerie. Les habitants sont restés au patelin. Le boulanger nous régale de petits croissants et chaque habitation cache un débitant. On y trouve un petit vin très agréable. On boit, on mange, on dort. Nous menons une vie de parfait idiot. Il fait froid, on nous change de cotonnement.
Rien n'y fait. Nous sommes gelés du matin au soir. Et puis, il y a de la boue. Elle est partout. Elle nous empêche de nous sécher. 26 février 1916. Nous sommes en alerte. Ça barde à Verdun. Je suis malade. Je me soigne chez une petite vieille. Les autres changent de cantonnement. Potager vient me voir. Il est passé Margy. Il n'a pas suivi de peloton. Il n'y connaît rien en artillerie. Même lui est surpris. Le régiment monte en ligne. Il est venu m'apporter une bicyclette avec laquelle je pourrais rejoindre une fois guéri. Je me mets en route et j'abandonne très vite. Les routes sont couvertes de boue, à moitié gelées. Quel paysage, quel boucan, quelle odeur. Mars 1916. Nous sommes entassés dans une casemate. Impossible de s'allonger sans se faire piétiner. Potager prétend que le lieu ressemble au métro les jours d'affluence. Le fort est bombardé tous les jours et nos pièces tirent sans discontinuer. La 7e batterie a été marmitée pendant 9 heures. Elle a reçu 9000 coups de 210. Les rares survivants sont venus se mettre à l'abri, ici, mais quel abri! On manque de tout. Plus de tabac, plus de pinard, pas de fromage, pas de papier. Le soir, on regarde Verdun en flammes. Les batteries ont eu des pertes sévères. La 7, enfin, ce qu'il en reste. Dis-moi, t'aurais pas un peu de tabac? Non, il n'y en a plus. Un peu d'eau? Il n'y en a plus non plus. Et pourtant, on tient. Les Boches sont tombés sur un bec de gaz. L'eau commence à manquer, on nous rationne. Il n'y a plus de tranchées. La 2e batterie a eu des pertes, beaucoup de pertes. Je réalise de la chance que j'ai d'être moins exposé. Voilà le mois d'avril. Nous montons au bois Boru, dans le secteur de Morom. Le vieux y monte et s'installe dans le fortin. Je lui apporte sa gamelle dès que le temps est calme. Le 8, les Boches attaquent. On tient, mais à quel prix? Le 17, mon vieux est décoré de la Légion d'honneur. Le 24, nous quittons enfin la zone. Nous passons par la route pour nous rendre à Bar-le-Duc. Sacrée voie comme dirait l'autre. Enfin du repos. Mais repos de courte durée. Nous remontons au fort de Bois-Bourru. Nous revenons à notre vie de taupe. 25 mai 1916. Nous voilà de nouveau sur la route. On achète des œufs, je n'en peux plus. Renaud nous fait une omelette. On boit, c'est fou comme le vin donne des ailes. Nous repartirons de plus belle après. Là, on mange. Nous venons de vivre l'enfer, les privations, les marmitages, les morts, les blessés. Ce soir, on mange une omelette au bord de la route. Des chants, des rires, et le temps s'arrête. On oublie tout. On est là, avec les copains, et la guerre est si loin. Je n'écrirai plus. La guerre peut bien durer 100 ans. Ils sont là, les copains.